Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, un spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure à Marseille, Parc national des Calanques. Aujourd'hui, je suis très heureux de présenter ce cours, hein. C'est un cours sur la biologie sous-marine. C'est un cours qui change vraiment votre façon de voir la plongée. Et c'est pour ça qu'il est important, parce que c'est vrai que je pense, enfin en tout cas moi j'en suis intimement persuadé, que je plonge pour admirer la vie sous-marine, bien sûr pour les sensations, mais aussi pour pénétrer ce monde et essayer de le comprendre, d'identifier, et c'est le but du cours de biologie sous-marine. Alors pour ce cours, je vais me référer au site aquadomia.com, hein, dans la rubrique e-learning sur laquelle je suis en train d'aller, où tu trouveras en fait tous les éléments qui sont très importants pour ce cours de biologie sous-marine. Hein, dans ce cours, on va essayer de ne pas voir que les aspects scientifiques qui peuvent des fois être rébarbatifs, mais le but du jeu, c'est bel et bien d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut voir sous l'eau et comprendre en fonction de l'environnement, du biotope, qu'est-ce qu'on peut observer et aussi comprendre certains comportements. Alors là, comme tu l'as vu, j'ai fait défiler dans le site la rubrique e-learning. Alors on trouve plusieurs choses. On trouve ici, hein, je suis en train d'y passer avec la souris, le cours de plongée biologie sous-marine, le guide des espèces. On trouve aussi cette vidéo qui détaille différents poissons, hein, que je t'inviterai à regarder. Et ensuite, on trouve ci-dessous, en dessous de la vidéo, différents embranchements, hein. Et en cliquant ici, c'est assez intéressant puisqu'on y voit des photos concrètes de choses qui ont été observées en Méditerranée à Marseille. C'est des photos qui ont été hyper bien documentées. Elles ont été prises par Vincent-Marie Saint-Germain, hein, qui est un de mes regrettés amis, qui a beaucoup contribué au développement des formations en biologie sous-marine. Alors maintenant, je remonte un petit peu en haut et on va regarder le cours de plongée biologie sous-marine. Donc bien sûr, hein, tu pourras y accéder par toi-même. Donc l'introduction à la biologie sous-marine. Le but du jeu, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le domaine marin, parler un peu de la classification en évitant d'être trop rébarbatif, hein, parler du règne végétal et du règne animal avec les différents embranchements. Alors, les domaines marins, on les voit ici, hein. Il y a le domaine supralittoral, médio-littoral, qui sont les zones frontières, hein. Et puis ensuite, on a l'infralittoral. Et l'infralittoral, c'est notre zone de plongée. Hein, il faut savoir que le milieu pélagique et le milieu benthique qui est montré ici sur l'illustration, là, en fait, il faut savoir qu'en Méditerranée, la profondeur moyenne de la Méditerranée est 2000 mètres de fond, avec des fosses abyssales qui vont à un peu plus de 4000 mètres. Et donc, ce schéma, il est intéressant parce qu'il permet de voir qu'on ne voit qu'une toute petite part avec nos explorations qui vont jusqu'à 20, 40, 60 à la limite, ou 80, 100 mètres avec le trimix. Mais de toute façon, on est dans une toute petite zone. Alors, les domaines marins, bon, pour rappeler qu'il y a bien sûr des marées, hein, et en Méditerranée, bon, elles ne nous concernent pas. Donc, je vais en parler très très rapidement. Et on arrive à la classification avec l'arbre phylogénique qui est ici. Alors, l'arbre phylogénique, il faut savoir que ça a été créé par des scientifiques et que le but du jeu, c'est de classer les animaux des choses les plus simples au plus sophistiquées. Hein, donc forcément, dans le plus sophistiqué, on va trouver l'homme dans les mammifères qui est tout en haut. Ok. Donc là, on parle de la branche animale, hein. Je vais parler séparément déjà de la branche végétale. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pense, les gens ont tendance à dire faune et flore sous-marine en considérant que la faune, c'est les poissons, et tout ce qui est attaché aux rochers, c'est de la flore. Eh bien, c'est complètement faux, hein. Surtout en Méditerranée, on a énormément de faune fixée. Donc, dans le monde végétal, on a deux choses, hein. On a les algues et on a les plantes. La grosse différence, c'est que les algues vivent de la photosynthèse et sont juste accrochées par ce qu'on appelle des stolons, hein, des petits crochets qui leur permettent de s'accrocher, alors que les plantes puisent aussi dans le sol, dans le substrat sous-marin pour s'alimenter. Et les plantes phares en Méditerranée,
c'est essentiellement les Posidonies. Donc ça, c'était un petit aparté sur le règne végétal. De toute façon, ça, on le verra quand on regarde les guides des différentes espèces. Alors, l'arbre phylogénique, là, c'est un arbre très simplifié, hein, et il part des animaux les plus simples ici. Donc on va trouver les spongiaires, les éponges. On va détailler ensuite ces différents embranchements, hein, qui sont très simples puisque c'est juste des cellules ciliées agglutinées qui sont des filtreurs passifs. Ensuite, on va trouver les cnidaires, littéralement animaux qui piquent, avec des polypes qui, en fonction de l'orientation, hein, on voit que s'ils sont orientés comme je le fais avec le pointeur, là, c'est des méduses, et autrement, ça va être des coraux ou des anémones. Ensuite, si on monte un petit peu, on va trouver des animaux un peu plus sophistiqués avec les vers, hein, les vers plats, les vers ronds aussi. Si on remonte un tout petit peu sur la droite, on va trouver les annélides qui sont ni plus ni moins que des vers tubicoles. Si on remonte encore un petit peu, on va trouver les bryozoaires, c'est-à-dire les animaux mousses. Si on remonte, on va trouver les mollusques, hein, les animaux à corps mou, dans lesquels on va trouver les coquillages, mais aussi les céphalopodes. À savoir, dans les céphalopodes, on a tout ce qui est poulpe et pieuvre. Et puis, enfin, à gauche, on trouve les crustacés. Si on remonte sur la gauche, on trouve les échinodermes, littéralement animaux qui piquent, avec les représentants phares que sont l'étoile de mer, l'oursin, mais on nous trouve aussi les holothuries. Et puis, on trouve l'embranchement des tuniciers ou acidies ou irocordés, là, en rouge, au milieu, en haut de l'écran, qui sont des animaux qui sont déjà très sophistiqués, hein, aussi surprenant que ça puisse paraître, parce que les tuniciers, on est à la limite des invertébrés et des vertébrés, tout simplement parce que à la naissance, ce sont des larves de têtards. Donc jusqu'à maintenant, on a vu des animaux invertébrés, hein, et ensuite, on va passer dans les vertébrés avec les poissons osseux qui sont les poissons majoritairement que l'on trouve, et puis les poissons cartilagineux dans lesquels on trouve les requins, raies et chimères. Enfin, on va trouver les mammifères marins, hein, euh, enfin les mammifères marins qu'on a toujours grand plaisir à découvrir, hein, avec les dauphins, les cétacés. Alors maintenant, nous allons pouvoir enchaîner, hein, donc le règne végétal. Hein, donc le règne végétal, les végétaux, ils sont autotrophes, ils participent à la photosynthèse, et donc c'est la base, hein, c'est le producteur primaire. On rencontre trois types d'algues, les algues vertes, les algues rouges, les algues brunes, et des plantes comme les posidonies. Alors ici, on voit par exemple les algues typiques qu'on peut voir en Méditerranée. Donc on a la classique algue verte ici, hein. On a l'algue rouge, l'algue brune, la padine, hein, qu'on voit très très facilement. Et puis en dessous, on voit les plantes que sont les posidonies. Hein. Donc ici, on voit un peu dans le règne animal la chaîne alimentaire, hein. Les producteurs primaires, on les voit tout en bas. Ici, c'est le phytoplancton, hein. Ensuite, on voit les consommateurs primaires, c'est le zooplancton, hein. Donc le phytoplancton, c'est constitué de plancton végétal. Ensuite, on est sur du plancton animal. Après, on voit sur l'étape 3 les consommateurs secondaires avec les poissons. Et puis ensuite, on tombe sur les gros carnassiers et les cétacés. Alors maintenant, on va commencer par les éponges. Alors, les éponges, c'est vraiment un embranchement fantastique parce qu'on trouve des tas de formes. Hein. On a les éponges encroutantes, les éponges dressées, les éponges lobées, les éponges en loupe, en boule, les éponges tubulaires, en coupe, c'est extraordinaire. Donc ici, on voit différents types d'éponges que l'on voit en Méditerranée, à l'exception peut-être des tubes ici qui ont été photographiés, hein, les éponges tubulaires qui sont là, qui ont été photographiées, celles-ci plutôt en mer Rouge, mais on voit ici donc la première en haut à gauche, là c'est une éponge orange encroûtante. Ici c'est une éponge orange en forme de boule. Au milieu, c'est ce qu'on appelle onaxinelle. Et sur la droite, on voit des éponges tubulaires. Donc les éponges
comment ça marche, hein. C'est des animaux filtreurs qui vivent fixés sur leur support, qui se nourrissent des petites particules, hein. C'est des filtreurs passifs et ça marche avec des petits cils qui bougent à l'intérieur, hein. Donc on remarque que c'est un animal assez basique avec un orifice qui sert à la fois de bouche et d'anus, on va dire. On a un gros trou par lequel tout sort et puis des petits trous par lesquels tout rentre, quoi, en fait, hein. Donc animal assez basique. Ensuite, si on remonte dans l'arbre, hein, qu'on a vu tout à l'heure, on a les cnidaires. Donc on a les cnidaires qui sont, comme je le disais, hein, les méduses, hein, les cnidaires libres et solitaires. Fixés et solitaires, on a les anémones. Et puis fixés en colonie, on a les coraux et les gorgones, hein, une sorte de coraux mous, hein. Alors, donc c'est des animaux urticants, hein, littéralement, c'est animaux qui piquent. Donc là, on a déjà des choses plus sophistiquées. On a une bouche entourée de tentacules, qui sont les polypes. Ils se nourrissent essentiellement de plancton, hein. Et les proies, elles sont tuées à l'aide des cnidocystes, hein. C'est des sortes de harpons qui vont très très vite, qu'on peut observer au microscope photonique, hein. Donc voilà comment sont constitués les cnidaires. Si on parle des vers, hein, ici on a toute la panoplie des différents vers, hein. Donc on a les vers plats qui sont les planaires, à ne pas confondre avec les nudibranches que sont les limaces de mer, hein. La différence, on va dire, ça se ressemble pas mal, mais les vers plats n'ont pas de branchies à nu et sont beaucoup plus fins que les nudibranches. Ils ont aussi de petites cornes, hein. On a les vers ronds. Donc dedans, on peut retrouver la fameuse Bonelli qui est ici, hein, avec cette structure bifide qui se rétracte dès qu'on fait des vibrations de vent, hein. Alors c'est un animal, c'est fantastique, hein. Ça c'est la femelle qui a un long filament, le mâle vit juste à côté. Ensuite, il y a le représentant célèbre avec le spirographe, un ver tubicole, hein, qui a construit un tube calcaire avec non pas les polypes, mais une sorte de tentacules, hein, qui sortent prêts à capter la nourriture. Et puis une version un peu plus courte, c'est les sabelles. Donc toujours des gros indicateurs de stabilité, hein, puisque si vous approchez d'un spirographe sans le faire rentrer, c'est que vous avez une bonne stabilité et vous ne faites pas de vibration. Ensuite, on trouve comme animaux les bryozoaires. Les bryozoaires, littéralement, c'est des animaux mousses, hein, et là, on y voit différents représentants. Les plus classiques, hein, c'est la dentelle de Neptune, qui est illustrée au centre, la rose de mer, ou la délonelle, et puis la corne d'élan, qui ressemble un peu à la délonelle, hein. C'est des animaux qui sont assez peu étudiés. Vraiment, c'est le principe de l'animal avec un petit duvet. Et puis le représentant le plus surprenant, c'est peut-être le faux corail, qui ressemble comme deux gouttes d'eau au corail, si ce n'est que le faux corail, il est complètement symétrique. Et alors que le vrai corail rouge ne vit que fixé sur un surplomb, puisqu'il ne supporte pas les sédiments, le faux corail, lui, donc il est complètement symétrique, et puis il peut être très bien en bas, puisque le sédiment ne le gêne pas trop, quoi, en fait, hein. Mais ce qui les différencie vraiment, c'est la symétrie, hein. On va dire que le corail rouge, il est vraiment asymétrique, artistique, entre guillemets, alors que le faux corail est d'une rigueur cartésienne très symétrique. Alors, sur les bryozoaires, hein, ils se nourrissent principalement du phytoplancton, c'est des colonies fixées, hein. Ils peuvent être en croûtant et ils sont tous très fragiles, hein, particulièrement les formes branchies, les formes, euh, les formes branchues. Alors, on voit, hein, au niveau de la coupe là que c'est déjà beaucoup plus développé, hein, puisque on a un intestin, on a un anus, on a une bouche. Donc c'est vraiment des animaux qui sont plus sophistiqués. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus haut dans l'arbre. Ensuite, les échinodermes. Donc échinodermes ou peau de hérisson, c'est des animaux à symétrie pentaradiée, ça veut dire à 5 axes, hein. C'est pour ça que généralement les étoiles de mer ont 5 bras, mais il y a des exceptions, hein. L'étoile épineuse, par exemple, peut être à 8 bras, pardon. Donc, dans les échinodermes, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les crinoïdes, hein, qui sont
ces échinodermes très souples. On retrouve les ophiuridés. Hein, les ophiures, ces petites étoiles de mer qui sont, on les voit très peu parce que c'est des animaux sciaphiles qui vivent dans l'ombre et qui vivent souvent sous les pierres. Hein. On trouve ensuite tout ce qui est étoiles de mer, les oursins. Hein, les oursins, on va revenir sur les oursins juste après, et les holothuries, les concombres de mer. Et tout ça, ça a donc une symétrie pentaradiée. Hein, on le voit quand on voit le test d'un oursin ou le squelette d'un oursin, hein, il y a vraiment une division en 5. Si on en venait à ouvrir une holothurie, il y a une division en 5. Hein, c'est pour ça qu'on parle de symétrie pentaradiée. Alors si on regarde de près, hein, là maintenant on a un schéma d'un oursin, alors là c'est vraiment très sophistiqué. Hein. J'aime bien prendre l'image de Citroën et de sa suspension hydro-pneumatique, puisque c'est un peu le cas de l'oursin avec un système aquifère, c'est-à-dire un système qui fonctionne avec la pression de l'eau et qui fait bouger ce qu'on a à travers les piquants de l'oursin, c'est-à-dire les pieds ambulacraires. Hein, l'oursin se déplace grâce à des pieds dotés de ventouses qui l'animent grâce à un système aquifère. Donc ici, on voit en bas ce qu'on appelle la lanterne d'Aristote, hein, qu'on voit des fois quand on est sur un test d'oursin récent, où on voit bel et bien les 5 dents de l'oursin. Alors, ensuite, si on va dans les animaux un peu plus sophistiqués, on va trouver les mollusques, littéralement animaux à corps mou. Hein. Donc, on trouve dedans les gastéropodes, donc dedans les coquillages, les nudibranches ou limaces de mer, les bivalves et les céphalopodes. Donc, en gastéropodes, on voit ici un exemple d'ormeau. Dans les nudibranches, on voit ici le plus célèbre qui est le Doris dalmatien, hein, donc par rapport à un ver plat. C'est beaucoup plus épais, on voit les petites cornes, mais il y a aussi à l'arrière, là on ne le voit pas très bien, mais si on zoomait, on verrait les petites brancheries à nu. Dans les bivalves, bah, bien sûr, il y a les moules, il y a les grandes nacres, enfin tout ce qui est coquillage avec deux coquillers. Dans les céphalopodes, on va trouver le poulpe, la seiche, les calmars, qui ont tous les trois une capacité de mimétisme très fort, hein, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se camoufler en changeant de couleur. Hein. C'est pour ça que quand on s'approche d'un poulpe, il passe par un peu toutes les couleurs pour voir quelle est celle avec laquelle il passe le plus inaperçu. Donc la caractéristique des mollusques, hein, bien sûr un corps mou, il y a une coquille qui peut parfois disparaître, hein. C'est des animaux très mobiles, plutôt solitaires. Donc eux, ils filtrent l'eau, ils broutent des algues, des éponges et des cnidaires, et puis ils sont prédateurs, hein, par exemple les céphalopodes. Céphalopodes, pourquoi ce terme, hein, ça veut dire cerveau sur pied, donc ça s'applique aux poulpes, à la seiche et aux calmars. Alors maintenant, on montre dans l'arbre phylogénique toujours les crustacés, hein, c'est des animaux qui ont une carapace articulée. Hein. C'est les arthropodes, les araignées du milieu marin, quoi, en fait. Donc dedans, on va trouver le Bernard l'ermite, ou dit pagure, qui a la capacité de prendre un coquillage pour s'abriter à l'intérieur. On s'aperçoit que généralement, il fixe des cnidaires, des anémones sur le dos, et ça fait ainsi une symbiose, puisque l'anémone se déplace et donc trouve plus facilement son alimentation, et le pagure où Bernard l'ermite est protégé par le phénomène urticant de l'anémone. Donc bien sûr, on trouve les crabes, les langoustes, les crevettes, hein, et c'est super beau à voir. On a aussi, le nom me reviendra, j'en parlerai plus tard. Alors les urocordés ou tuniciers ou les acidies. Hein. Donc on a les acidies qui sont des animaux fixés, solitaires, grégaires ou coloniaux. Hein. Et puis les salpes. C'est des animaux planctoniques presque transparents qui s'agrègent pour former de longues chaînes. Donc ça, c'est marrant, hein, c'est des choses qu'on voit des fois en pleine eau, des sortes de boîtes transparentes qui peuvent faire penser à du plastique flottant. Et maintenant, ce sont des salpes. Et ici, on voit différentes formes d'acidies, hein, et notamment en bas à gauche, les clavelines, qui sont ces petites cloches transparentes qui sont assez géniales. Alors les acidies, c'est des animaux très sophistiqués. Hein. On voit à droite le tétard d'une acidie, hein, c'était pour illustrer mon propos tout à l'heure sur le fait que c'est des animaux qui sont à limite
entre les invertébrés et les vertébrés. Et on voit, si on regarde la coupe d'une acidie, que c'est extrêmement sophistiqué puisqu'on a une bouche et un anus séparés, c'est pas le même orifice. On voit que on a des testicules, on a un cœur, on a un estomac, un ganglion nerveux, donc on arrive à un animal très très sophistiqué. Hein, ce qui est marrant aussi avec les acidies, c'est quand on se rapproche, on sent qu'elles se rétractent en fait. Hein. Donc des animaux assez sophistiqués, à la limite des vertébrés. Alors dans les vertébrés, on va retrouver nos poissons osseux ou cartilagineux, les reptiles et les cétacés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça représente moins de 5% des espèces animales. Donc c'est pour ça aussi que ce cours biologie il est sympa, parce que si on ne s'intéresse qu'aux poissons, on oublie 95% de la faune. Hein, donc sur les vertébrés, la caractéristique, il y a une colonne vertébrale. Tous les vertébrés marins sont mobiles et ils peuvent être très grands, hein, puisque si on prend la baleine bleue, elle fait jusqu'à 33 mètres. Alors, dans les poissons osseux, donc là, on s'est un petit peu écarté de la Méditerranée hein, dans cette présentation. On trouve la rascasse, hein, là c'est la rascasse, la ptéroïs, hein, la rascasse volante, celle qui commence à envahir un peu tous les océans, hein, et celle qui est un des seuls poissons qui est autorisé à la chasse en plongée sous-marine. On voit ici une murène qui n'est pas une murène de Méditerranée, un mérou qui n'est pas non plus un mérou de Méditerranée, le poisson clown pas de Méditerranée, le poisson coffre, le poisson papillon. On va voir tout à l'heure d'autres poissons bien plus méditerranéens. Dans les poissons cartilagineux, là, même chose, c'est pas forcément des images de Méditerranée. On va trouver la raie, quoi qu'il peut y avoir des raie pastenagues en Méditerranée, un peu plus ternes, le requin marteau, le requin baleine, la raie manta, le requin de récif. Alors, dans les reptiles, eh ben, on va trouver notre tortue, la belle tortue verte, devenue très rare en Méditerranée, très peu localisée à Marseille, hein, vu la variation de température des eaux. Les tortues, s'alimentant essentiellement de méduses, elles ont besoin d'eau chaude, donc on va plus les trouver dans la zone Antibes-Nice. Hein. Puis enfin, on peut parler des mammifères marins, avec les dauphins, les orques, les baleines. Hein. Et alors, ce qui est très important, bah, c'est la notion de protection de l'environnement par rapport à tout ça. Et c'est là que j'attire la vigilance des biologistes marins, hein, notamment en ce qui concerne la gestion de la flottabilité et la prise de photos. Nous, on doit être observateur de l'environnement et respecter celui-ci en évitant les gestes malencontreux qui peuvent arriver malheureusement quand on décide de photographier quelque chose, qu'on n'est pas tout à fait stabilisé et qu'on agite tout quoi, en fait. Donc attention à être vigilant là-dessus, à ne pas déplacer. Hein, moi j'ai signé une charte au niveau du parc national des Calanques qui consiste à ne rien toucher et je la respecte. Donc on regarde simplement avec les yeux et on veille bien à sa flottabilité. Hein, donc ici on voit quelques exemples hein, de mollusques avec le poulpe, de vertébrés avec la castagnole, de cnidaires avec des gorgones, des échinodermes avec les oursins, de vertébrés avec les poissons osseux. Là une girelle pan qui est une espèce lessepsienne qui est venue par le canal de Lesseps, hein, c'est-à-dire le canal de Suez qui relie la mer Rouge à la Méditerranée. Et puis bien sûr une étoile de mer, donc là une étoile épineuse qu'on voit bien avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bras, hein, sachant qu'elle peut en avoir 8, etc. D'autres représentants ici, hein, avec les poissons cartilagineux, donc la raie pastenague, les vers annélides comme le spirographe, les éponges tubulaires, parmi les éponges, les urocordés acidés rouges, ici une anémone, et les poissons cartilagineux, requins marteaux, et enfin, parmi nos cétacés, le dauphin, le mérou, la rose des mers, hein, les mollusques gastéropodes, là on voit les nudibranches, c'est magnifique en bas à gauche, c'est vraiment fantastique. Hein, donc toujours merci de votre attention ainsi que votre respect pour l'environnement. Maintenant je vais retourner sur la partie e-learning Aquadomia pour montrer donc le guide des 50 espèces que je vais vous laisser regarder parce que si je le détaille ici, ça va être très très long.
hein. Mais le gros avantage de ce guide des espèces communes, c'est que ça permet de voir les zones de profondeur, hein, où on peut rencontrer les choses, et puis le type de biotope dans lequel on le rencontre, hein. Donc ça, ce guide des espèces, j'invite vraiment à le consulter, hein, pour voir qu'est-ce que l'on peut voir sous l'eau. Donc j'y passe, comme je disais, très rapidement. Il y a 50 espèces, hein, donc là, vous avez vu, on est passé par les éponges, les algues et les plantes. Là, je suis au niveau des éponges. Maintenant, je suis au niveau des cnidaires avec les anémones jaunes encoutantes, les gorgones, là encore une gorgone, les fameux cérianthes, hein, qui sont des échinodermes, la pélagie, hein, qui est donc qui fait partie des cnidaires. Pardon, les cérianthes, je dis une bêtise, hein, c'est un cnidaire, pardon, autant pour moi, hein. Donc tout est classé par embranchement, mais avec une explication sur le site où on le trouve, hein. Donc ce guide, il est absolument à consulter pour en savoir plus sur les différentes espèces qu'on peut voir. Et là, c'est vraiment exclusivement des espèces de Méditerranée, hein. Donc ça, je te laisse le consulter à tête reposée. Et ensuite, ce qui est fantastique, c'est les exemples concrets qu'on peut voir donc dans les différents embranchements, hein. Si par exemple je vais aller au hasard, on va aller dans les mollusques. Donc c'est toujours long à charger puisque les photos sont assez volumineuses. Ici, on retrouve des photos de nidibranches. Alors si je clique dessus, je vais avoir dans le nom du fichier en haut tous les noms latins avec mollusque, gastéropode, nidibranche et le nom latin. Donc ça, c'est pas mal quand on se pose une question sur ce qu'on voit sur ce site, hein. On clique sur la photo et dans le nom de l'URL, on a le détail scientifique pour ceux que ça intéresse, hein. Ici, un autre nudibranche. Donc par exemple, sur celui-ci, si je ne me souviens pas du nom, je clique dessus et je vois que c'est un Janolus cristaeus. Et à la fin, c'est Vincent-Marie Saint-Germain qui avait pris ces photos, merci à lui. Il note le lieu de l'observation. Donc ça, c'est vraiment top. Et ça, on a ça pour chaque embranchement, hein. Donc là, on voit un Doris bleu, par exemple. Ici, celle-ci, alors je ne me souviens jamais son nom, je crois que c'est une Godiva, voilà. Donc, mollusque gastéropode nudibranche, Godiva, hein. Banyulensis, observé à Niolon, donc tout près de Marseille, hein. Donc, la Godiva, voilà, hein. Ici encore différentes espèces. Ici, c'est l'aplasie ou lièvre de mer, hein, qui fait partie des nudibranches. Ici, une ponte de nudibranche, et ainsi de suite. Donc, c'est en naviguant au travers, là on voit leurs mots, hein, au travers de ces différents onglets sur le site, que tu vas pouvoir améliorer tes connaissances et après tes plongées aussi consulter ces photos pour en savoir un peu plus sur ce que tu as vu. Voilà, ben, je te souhaite une bonne étude de cours. Et puis, de toute façon, durant la formation biologie, on va détailler ça un petit peu plus en détail.